La question qui s'est posée pour ce procès, pour le tribunal, pour les magistrats professionnels qui avaient à juger cette affaire, qui avait traumatisé la France, c'était de ne pas plier sous l'émotion. Et cette question, elle se pose aussi dans une autre mesure pour le journaliste, parce que, comme dans tout article, il faut trouver l'équilibre, respecter le contradictoire. L'accusé est présumé innocent. Hippolyte Radisson a travaillé pendant 2 ans au service France du quotidien La Croix. Dans cet épisode, il revient sur le procès des attentats du 13 novembre qu'il a suivi pendant plus de 9 mois avec son collègue Pierre Bienvaux. Hippolyte Radisson nous explique comment il s'y est pris pour couvrir cet événement hors norme. Dans le podcast L'envers du récit, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez la seconde partie de notre épisode consacré au procès du 13 novembre. C'était un long tunnel de souffrance, d'horreur, d'espoir aussi, d'histoire, de reconstruction aussi. Et en tant que journaliste, c'était difficile de pouvoir en rendre compte parce que c'était le premier procès pour lequel il y avait autant de dépositions de parties civiles, plus de 400 qui témoignent, plus de 400 récits. Et s'est posé la question de la sélection de ces témoignages. C'est très compliqué parce qu'aucune histoire ne vaut plus qu'une autre. Le journaliste n'a pas à hiérarchiser les souffrances, les histoires. Pour autant, il est impossible d'être exhaustif. Donc il y a pu y avoir un sentiment de frustration pour nous, journalistes, mais aussi pour certaines victimes, de ne pas comprendre parfois pourquoi leurs récits n'étaient pas repris dans la presse. Forcément, les récits les plus repris sont souvent ceux qui apportaient le plus d'informations, mais c'était aussi ceux qui étaient les mieux racontés. Donc il y avait un choix souvent terrible. Il y avait aussi une réalité plus triviale qui était l'horaire des dépositions. Une audience commence à 12h30 pour le 13 novembre et peut s'étirer jusqu'à très tard, au début jusqu'à 21h, 22h, voire plus tard. Et forcément, dans la presse, étaient repris les témoignages qui étaient prévus le plus tôt dans l'après-midi parce que les journalistes devaient écrire leur article pour ensuite le publier. Donc une partie civile dont le témoignage est prévu en fin de journée était moins reprise par la presse. Sur l'écriture et sur le sujet des parties civiles, s'est posé la question de comment raconter l'horreur quand on avait déjà utilisé tout le champ lexical possible pour raconter ces attaques et quand on avait entendu les différents points de vue qui composaient une sorte de grand kaléidoscope en fait, de ces attentats. Et il fallait faire la balance entre les détails qui étaient donnés par les quelques images qui ont été projetées, des images quand même assez à distance par rapport notamment au procès des attentats de janvier 2015 où il y avait eu la scène de crime de la rédaction de Charlie Hebdo qui avait été montrée sans précaution particulière, une scène de crime à vif. Là, il y a eu davantage de pudeur dans le choix du tribunal en montrant des scènes de crime de plus loin ou avec des corps qui étaient recouverts. Il y a eu aussi quelques images, notamment des attaques sur les terrasses, des images de vidéosurveillance, puis les enregistrements d'un dictaphone du Bataclan. Et par exemple, sur le Stade de France, des images des dégâts au sol. Mais finalement, c'était moins les détails visuels et auditifs qui étaient parlants, qu'on imaginait parlants pour le lecteur, mais davantage des histoires de vie, des trajectoires, des exemples concrets de ce qu'avaient causé les attaques sur la vie des victimes et de leurs proches. Par exemple, je me rappelle du récit de Grégory, 46 ans, qui a perdu sa femme à la Belle Équipe. Il a témoigné il portait un t-shirt noir sur lequel était imprimée une photo en noir et blanc de sa femme. Il a raconté qu'il avait encore chez lui le test de grossesse de sa femme, qu'il n'avait pas regardé pour ne pas savoir si ce test-là était positif. Il portait encore une bague en disant « Je suis marié à un fantôme, je n'ose plus dormir dans notre lit, ça fait 6 ans que je dors sur le canapé ». Ce sont des détails concrets,
mais qui, voilà, en quelques mots, disent parfois plus que des images ou des sons qui ont pu être projetés à l'audience. Pour la couverture du procès, on se relayait avec mon collègue Pierre Bienvaux qui s'occupe de la rubrique justice. Donc on y allait pas tous les jours, mais on y allait régulièrement durant les 149 jours d'audience. Le fait d'être à deux pour couvrir le procès et de se relayer, donc d'avoir vécu des audiences différentes, permet de croiser les regards, d'en discuter, de faire porter l'attention à l'autre sur des choses qu'il n'avait pas forcément vues et inversement. Le cadre de travail est assez inédit de par ce contexte sécuritaire. En fait, à l'audience, il y a aussi des gendarmes qui font les 100 pas dans les allées pour constamment surveiller qu'il n'y ait pas de captation d'images ou de sons par la presse ou par n'importe qui. En tant que journaliste, on a le droit d'avoir son téléphone et son ordinateur pour prendre des notes en plus d'un carnet. Nous prenions donc des notes à l'ordinateur ou au carnet durant les audiences et nous écrivions parfois les articles durant l'audience. Quand une actualité importante et assez urgente s'est déroulée en début d'audience afin de pouvoir rendre l'article avant d'attendre la fin d'audience. Donc il faut continuer à avoir une oreille sur ce qui se joue tout en écrivant pour pouvoir envoyer l'article assez rapidement. Par exemple sur des déclarations de Salah Abdeslam qui a fait des révélations au moment de l'interrogatoire sur le fond. Donc après plusieurs mois d'audience, il a fait des révélations sur sa version des faits, en tout cas sur le 13 novembre. Il dit qu'il est entré dans une terrasse du 18e arrondissement, qu'il a renoncé à se faire exploser en voyant les gens rire, danser, une version qui n'avait jamais avancé durant les années d'enquête, donc qui peut prêter à certains doutes, en tout cas qui n'a pas convaincu la cour. Donc il y a des moments d'audience où il faut rendre les articles particulièrement rapidement, d'autres où l'audience se termine et ensuite nous poursuivons l'écriture de l'article au tribunal, que ce soit sur les marches du grand escalier du palais de justice ou bien dans une salle de la presse judiciaire où il est possible de continuer à écrire. Il y a une difficulté particulière avec ce procès, c'est que les audiences donc commencent à 12h30 et le quotidien La Croix est un journal qui boucle ses pages assez tôt, donc en fin d'après-midi, début de soirée. Ce qui fait que pour que l'article soit dans le journal papier du lendemain, il faut que l'actualité dont on fait état se soit passée dès l'ouverture de l'audience, ce qui a été assez rare. Donc souvent l'article a été rendu pour le site web avec une mise en ligne le soir. Et les articles dans le journal papier de La Croix étaient plus des articles avec des angles plus décalés de l'actualité, c'est-à-dire moins à chaud. Par exemple, un article sur comment les avocats communiquent avec leurs clients, parce qu'ils représentaient parfois des dizaines de parties civiles qui étaient à travers la France. Donc, comment ils avaient mis en place des canaux de communication pour leur rendre compte des audiences. La question qui s'est posée pour ce procès, pour le tribunal, pour les magistrats professionnels qui avaient à juger cette affaire, qui avait traumatisé la France, c'était de ne pas plier sous l'émotion. Et cette question, elle se pose aussi dans une autre mesure pour le journaliste, parce que, comme dans tout article, il faut trouver l'équilibre, respecter le contradictoire. L'accusé est présumé innocent, donc il faut entendre forcément les charges qui reposent sur lui, mais aussi faire part des fragilités de l'enquête quand il y en a, entendre sa ligne de défense, entendre ce que disent ses avocats, mais aussi ce que disent les avocats de partie civile ou les avocats généraux, donc les représentants du parquet antiterroriste. Écouter aussi l'histoire. C'est vrai que la justice prend en compte la personnalité des accusés. Donc on a eu toute une partie où on avait l'histoire de ces accusés depuis leur naissance, où ils étaient nés, comment ils avaient grandi, essayer de comprendre comment s'est passée la radicalisation pour ceux qui sont radicalisés. Et notre présence en tant que journaliste pendant ces mois d'audience permet aussi de voir l'évolution, du moins dans la posture des accusés qui, pour certains, ne jouaient pas le jeu du procès au début et ont commencé finalement à s'ouvrir, à répondre aux questions, à changer totalement de ton, peut-être par crainte de la peine
qu'ils encouraient, mais en tout cas, le fait d'être présent de manière régulière nous permet à nous, journalistes, de pouvoir apporter des commentaires sur l'attitude, par exemple. Comment se comportait l'accusé pendant que des images des attaques sont visionnées? Est-ce qu'il y a une émotion qui transparaît? Est-ce qu'il y a au contraire une attitude de désintérêt? À nous de rester équilibrés, mais le journaliste étant présent, il peut avoir son analyse, son regard et le transmettre, puisqu'on a pu percevoir ces évolutions-là. Le jour du verdict, c'est le 29 juin 2022. L'attente est assez longue. On sait que le verdict va être donné, mais on ne connaît pas l'horaire, donc on patiente dans la salle d'audience, dans les couloirs. Puis l'audience s'ouvre vers 20h. Les salles, que ce soit la salle d'audience ou la salle journaliste, sont bondées comme jamais. Il y a vraiment des journalistes du monde entier. Et très vite, le juge Périès donc prend la parole. Il déclare que tous les accusés sont reconnus coupables des infractions pour lesquelles on les poursuivait, sauf un pour lequel le caractère terroriste n'est pas retenu. Puis il va ensuite détailler les motivations de la cour selon chaque accusé. Salah Abdeslam écoute les bras croisés, il a l'air assez tranquille. Et le juge explique qu'il est reconnu comme co-auteur de tous les crimes commis. Donc il écope de la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté incompressible. C'est la peine maximale en France, extrêmement rare, qui rend un espoir de libération pour lui très faible. Moi, à ce moment-là, lors du prononcé des peines, je suis dans la salle de retransmission pour la presse et mon collègue est dans la salle d'audience principale. Exceptionnellement, on était venus à deux. Et au moment de l'annonce des peines, la retransmission saute. En fait, on n'a plus le son ni l'image dans la salle de presse. Donc, heureusement que mon collègue était dans la salle principale. Mais donc, on court vers la salle d'audience principale. Les gendarmes nous refusent l'entrée parce que la salle est déjà pleine. Donc, on est plusieurs journalistes à errer à l'entrée de cette salle. Et on loupe la toute fin, les dernières minutes de ce procès. Puis, quelques minutes après, les portes de la salle d'audience s'ouvrent en grand. D'habitude, c'était une petite entrée sur le côté. Et là, c'est toute l'ouverture. On a l'impression d'un grand bateau qui arrive à destination. Et là, j'entre pour voir un peu les réactions à l'intérieur de cette salle. Il y a énormément de monde. Il y a des parties civiles qui sont debout sur les bancs en bois de la salle qui d'habitude est très solennelle et qui guettent un peu les réactions des accusés. Il y a beaucoup d'avocats aussi qui discutent avec leurs clients. Enfin, il y a une cohue qu'on n'avait jamais eue jusque-là et j'essaie d'aller jusqu'au box pour voir les réactions. Puis les gendarmes se mettent en ligne et font évacuer petit à petit la salle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient pas quitter la salle et qui restent à l'intérieur comme s'il était difficile de quitter cet endroit où symboliquement s'est joué 10 mois de leur vie. Donc beaucoup de victimes restent pour débattre des peines de chacun et pour discuter encore. Dans ce procès, on a eu l'impression qu'une petite communauté s'est créée. Il y a eu des liens entre des parties différentes, c'est-à-dire des victimes qui ont discuté avec des avocats de la défense pour comprendre leur rôle, des victimes qui ont même discuté avec des accusés qui comparaissaient libres, parce que certains accusés n'étaient pas en détention provisoire et donc étaient libres. Et donc le dernier jour, c'est un soir qui est chargé en émotion, parce que le procès est terminé, mais aussi parce que cette communauté-là doit se dire au revoir. Et on assiste à des scènes qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, un accusé, Abdelachoua, qui comparaissait libre, était avec son sac parce qu'il pensait pouvoir potentiellement dormir en prison le soir même, selon le verdict rendu. Et finalement, il ressort libre avec 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, mais sans mandat de dépôt. Donc, il ne va pas en prison. Donc, il est avec ses proches. Il commence à quitter le tribunal sur le parvis avec son sac dans lequel il y avait toutes ses affaires. Et il discute avec des parties civiles, en fait. Et il y a un homme âgé, une partie civile qui vient l'étreindre. Et on voit de l'émotion, les yeux de l'accusé qui sont embués. Et donc il y a ces scènes-là, d'autres qui restent sur les marches du palais de justice et qui n'en partent pas. Puis certains vont se retrouver dans un bar en face du palais avec là aussi des accusés. Donc certains ont créé des liens. Il faut, en tant que journaliste, faire attention de ne pas généraliser cette communauté parce qu'on a vu à l'audience qu'une
petite partie de toutes les victimes, que beaucoup n'ont pas forcément suivi le procès ou d'autres ne sont pas constitués partie civile, mais c'est un fait de cette audience-là. Et j'ai interrogé un avocat qui représentait beaucoup de parties civiles, Gérard Chemla, sur son sentiment à l'issue de ces mois d'audience. Il résumait très bien ce que beaucoup pensaient. Il m'a dit « On a désormais envie de respirer un autre air, mais c'est difficile, on a été habitué à venir tous les jours ici pendant des mois. » Linda, la victime que je suivais depuis le début du procès, m'a dit qu'il fallait maintenant faire le deuil du procès. Et elle craignait les jours d'après. Elle se demandait comment allait être la vie sans ce moment judiciaire qui a rythmé son quotidien. Pour moi, en tant que jeune journaliste, ce procès a été extrêmement formateur parce que j'ai pu retrouver au même endroit beaucoup d'acteurs de la lutte antiterroriste, les entendre sur leur expertise sur ce dossier, mais aussi plus largement sur le terrorisme qui a frappé la France, ses mutations. J'ai pu aussi observer comment la justice française avait pris le soin et investi énormément pour organiser une réponse démocratique à la barbarie. C'est un lieu où beaucoup de rencontres se sont déroulées, que ce soit avec d'autres journalistes, avec des avocats ou avec des parties civiles, des associations. Et forcément, à titre personnel, le journaliste est un humain. On s'identifie forcément aux victimes parce que c'est l'objectif du terrorisme de viser une large partie de la population, de terroriser. Et il y avait une sensation parfois étrange entre la bulle du palais de justice et l'extérieur. J'ai le souvenir d'un soir en septembre où on avait entendu à l'audience les enquêteurs qui racontaient les constatations qu'ils avaient effectuées sur les scènes de crime des terrasses. Ils étaient extrêmement émus pour la plupart alors qu'ils étaient rompus à ces scènes de crime. Et en sortant du palais de justice, je suis tombé sur des gens en terrasse et il y avait cette sensation étrange entre la vie arrêtée du palais de justice qui, pendant des après-midi entiers, ont disséqué ce qui s'était passé 7 ans plus tôt et la vie du dehors où les gens continuaient à s'amuser sur des terrasses similaires dans Paris. Vous venez d'écouter la seconde partie de l'épisode de l'envers du récit consacré au procès des attentats du 13 novembre. L'ensemble des articles d'Hippolyte Radisson sur ce sujet est disponible dans le texte de description de ce podcast. La première partie de cet épisode est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et sur l'application La Croix.